Il y a quelques jours, je discutais avec mon père et on s'est tous les deux rendu compte qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de son artiste préféré, Prince. C'était un jeudi de 2016 comme les autres, ce 21 avril, aucun problème en vue de mon côté. Je suis chez moi et mes parents sont en vacances à Amsterdam. Soudain, je vois une notif, Le Monde, Prince est mort. À l'époque, mon monde est extrêmement petit. J'ai 16 ans, je crois être le roi alors que je suis un ado prépubère. Je ne connais Prince que de nom, mais je sais que mon père est absolument fan. Alors je l'appelle et je lui demande « T'as vu la nouvelle ?» Il me dit « Non ». Et je lui ai annoncé cette dernière. Depuis 10 ans sont passés, 10 ans et je suis à mon tour devenu fan de musique, fan du violet. Alors passons 10 minutes si vous le voulez bien, pour nous rappeler Prince, sa singularité et son immense talent. Prince touche à tout, funk, rock, psychédélique et business, et oui, le jeune Prince Roger Nelson sait quasiment tout faire. Il a dû certainement aller au conservatoire et apprendre... Pas du tout. C'est tout simplement un autodidacte en bonne et due forme. Avec une éducation issue de parents musiciens et chanteurs jazz, Prince vit autour de la musique dès son enfance. C'est simple, son père déclare en interview en 1991 « Je l'appelais Prince car je voulais qu'il fasse tout ce que je n'ai pas pu faire ». Monsieur Prince Roger Nelson composera son premier morceau à 7 ans. Plus tard, le premier agent artistique de Prince, Husney, élabore une stratégie pour conquérir les maisons de disques. Il le rajeunit de 2 ans et le présente comme le nouveau Stevie Wonder, son idole. Les deux hommes exigent des conditions inédites, lui permettre d'être son seul propre producteur, auteur, compositeur et interprète, alors qu'il n'a que 18 ans. Ils obtiennent finalement un contrat avec Warner Bros pour la réalisation de 3 albums assortis d'une avance de 180 000 $. C'est ainsi qu'à 18 ans, Prince sortira son premier album, For You, chez Warner. Un échec commercial malgré une chanson entrant 92e dans le classement Billboard Hot 100. Cependant, il est déjà considéré comme un prodige. Vous allez me dire pourquoi ? Et la réponse à ce pourquoi, c'est 27. 27 instruments. Est-ce que vous êtes déjà capable de me citer 27 instruments ? Vous saviez même qu'il existait 27 instruments peut-être ? Prince lui serait capable, plus que capable, car multi-instrumentaliste qu'il est, il a utilisé 27 instruments seul pour la sortie de cet album, ce qui est plus qu'inédit, même à l'époque. Malgré cet immense talent, Prince comprend qu'il ne peut pas rester seul dans sa petite bulle, et après l'échec évidemment relatif de son premier album, il s'entoure et forme un groupe pour porter sa musique sur scène. Il inventera ici le Minneapolis Sound, un mélange de funk ultra sexué, de rock blanc, et surtout une utilisation massive de boîtes à rythme et de synthétiseurs. Juste avant le séisme musical qui va suivre, Prince annonce déjà la couleur de sa direction artistique, avec Dirty Mind sorti en 1980. Dans cet album, il pose en sous-vêtements et trench sur la pochette. Le message est sans appel, il est là pour briser l'entièreté des tabous, sexe, religion, identité, et à l'époque, ça choque. Un an plus tard, en 1981, après la sortie de Dirty Mind, Prince est invité par les Rolling Stones à faire leur première partie au Los Angeles Coliseum. Il arrive avec son look, comme je viens de le décrire, en mode pochette d'album, trench coat, des barésies et un slip en lycra noir, rien d'autre. Sauf qu'il est devant le public des Stones, environ 94 000 rockers purs et durs, et ces derniers ne sont absolument pas prêts pour un mec androgyne qui chante des morceaux de funk hyper sexuels. Ce qui devait arriver arriva. Dès la deuxième chanson, c'est le chaos. Prince est la cible d'un déluge d'insultes racistes et homophobes. La foule commence à lui jeter tout ce qu'elle a sous la main, canettes, chaussures, et selon les dires, même un poulet rôti entier. Évidemment, Prince est humilié, il quitte la scène, s'envole direct pour Minneapolis et se jure de ne plus jamais faire de première partie. Mais Mick Jagger, donc le leader des Stones, l'appelle personnellement pour le convaincre de revenir pour la deuxième date. Prince revient, se prend à nouveau une pluie d'objets, mais cette fois il ne bronche pas. Il finit son set en fixant la foule, imperturbable. De quoi se vacciner une bonne fois pour toutes de la phobie de monter sur scène. Ce jour-là, il a montré qu'il n'en avait rien à foutre des codes, et il est qui il est. À ce moment-là, Prince est une star montante de la funk et de la soul, mais il n'a pas encore le statut de star capable de rivaliser avec les plus grands. Il va donc réaliser un exploit en sortant Purple Rain, un triplé. Vous êtes pas content ? Triplé. Et oui, car il va occuper simultanément la première place de 3 classements aux États-Unis, l'album numéro 1, Purple Rain, le single numéro 1, When Doves Cry, le film numéro 1 au box-office, Purple Rain. Le kit de Minneapolis s'empare du monde. Le film, bien que tourné avec un budget modeste de 7 millions de $, en rapporte plus de 70 et installe sa mythologie avec notamment la moto violette. Avec cet album, il invente un nouveau langage musical, il fusionne le funk, le rock psychédélique, la pop et le heavy metal. Ça crée ce qu'on appellera, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, le Minneapolis Sound. Autre chose, vous savez ce qui vous fait danser systématiquement quand vous écoutez de la musique sans trop vous en rendre compte ? C'est la basse. Prince s'est dit qu'il allait sortir When Doves Cry sans. Ça, c'est de l'audace, c'est inouï à l'époque. Et le pire, c'est que c'est l'un des plus grands succès de toute sa carrière. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous connaissez peut-être le morceau titre, Purple Rain, la fameuse musique préférée de mon père, peut-être parce que son solo est incroyable, peut-être parce que le morceau commence par de la country rock et finit en trance.
Peut-être parce que la reverb sur le refrain est exceptionnelle, peut-être que parce que tout ça, ça en fait le morceau le plus violet, le plus Prince. Mais patientez encore un peu, je reviendrai sur ce morceau à la fin, j'ai des anecdotes à vous raconter. Si on parle cinéma, il exige de Warner de tourner un film dont il est la star, sauf que personne n'y croit. Mais le film est un carton. Il s'agit en fait d'une œuvre semi-autobiographique qui brouille un peu la frontière entre la réalité et la fiction. Prince y incarne The Kid, un musicien prodige, arrogant et tourmenté de Minneapolis qui tente de s'imposer sur la scène locale tout en luttant contre ses propres démons. Et comme je vous l'ai dit, à l'époque, le film est un carton. Maintenant, si on revient sur l'album Purple Rain, le choc est culturel aussi. À l'époque, ce séisme a eu des répercussions politiques. Les paroles explicites de la chanson Darling Nikki ont tellement choqué Tipper Gore, femme du futur vice-président Al Gore, qu'elle a fondé le PMRC. Vous savez ce que c'est le PMRC ? Oui, c'est à cause de Prince et de cet album que le fameux sticker Parental Advisory Explicit Content a été créé. Il a littéralement changé les règles de l'industrie du disque. Pour finir, avant d'aborder les anecdotes, je vous propose un petit point chiffre. Purple Rain, c'est 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 2 Grammy Awards et un Oscar de meilleure musique de film. L'album est resté 24 semaines consécutives numéro 1 au Billboard. Et à l'époque, ça se bastonne. Il y a Wham, Alphaville, Scorpion, Queen, Tina Turner, Van Halen, etc. qui sortent des musiques toute l'année. Bref, carton plein. Et pour finir, je vous propose de vous raconter quelques petites anecdotes sur Purple Rain. Déjà, commençons par évoquer la naissance de ce titre extraordinaire qu'est la chanson Purple Rain. Contrairement à ce qu'on peut penser pour un titre aussi produit, parfait, la version que vous entendez et que vous connaissez sur l'album et dans le film est en grande partie un enregistrement live. Le 3 août 1983, Prince et son groupe The Revolution donnent un concert de charité au Club First Avenue à Minneapolis. C'est la toute première fois qu'ils jouent cette chanson devant un public. Un studio mobile est égaré devant le club pour capturer le concert et Prince a décidé que l'énergie de cette première prise était si pure qu'elle devait constituer la base de l'album et la base de la chanson. Évidemment, elle est montée car elle durait plus de 13 minutes. Prince a coupé un long couplet et un solo de guitare supplémentaire pour la ramener aux 8 minutes 41 secondes que l'on connaît. La personne d'ailleurs qui joue les premiers accords de guitare légendaires est une jeune fille du nom de Wendy Melvoin. C'était son premier concert avec le groupe. Pour que l'enregistrement live passe inaperçu sur l'album, Prince a dû quand même retourner en studio pour effacer les bruits de verre qui s'entrechoquent, certains cris du public trop proches des micros. Il a également dû réenregistrer les voix pour qu'elles soient nickel. Il a quand même gardé l'émotion brute et les applaudissements que l'on entend à la toute fin du morceau. C'est une sorte de petit nettoyage en fait, si vous voulez, qu'il a fait en studio. Toujours sur Purple Rain, avant d'enregistrer la chanson, Prince a envoyé une version instrumentale de 10 minutes à Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac. Il apprécie beaucoup son travail et il lui a demandé d'écrire les paroles. Voici sa réponse. Je l'écoutais et j'ai eu peur. Je lui ai rendu en disant « Je ne peux pas le faire, c'est trop imposant, trop majestueux ». Finalement, Prince a écrit les paroles lui-même et vu la chanson que c'est devenu, on peut dire que son intuition a plutôt bien fonctionné. J'aurais pu vous en raconter des choses sur Prince, mais aujourd'hui je voulais que ça tienne en 10 minutes. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un documentaire complet sur l'histoire d'ABBA.